Bonjour tout le monde. Je suis ravi aujourd'hui d'être accompagné par deux experts du marketing digital et de la publicité digitale pour parler d'un sujet crucial. Quelles sont les opportunités en termes d'adressabilité dans un monde post-third-party cookie? Alors, on voit bien aujourd'hui que l'utilisateur est devenu un enjeu capital. C'est-à-dire que la confiance de l'utilisateur est vraiment au centre du débat. Encore plus depuis l'ère du consentement explicite depuis 2018 avec RGPD, et encore plus sur le marché français depuis il y a un an et demi, depuis les nouvelles recommandations de la CNIL sur le consentement, où on a une symétrie entre le oui et le non, et on voit que cette confiance de l'utilisateur est devenue un élément clé, que ce soit pour les marques, pour les agences qui véhiculent le discours des marques, mais aussi et surtout pour les groupes médias qui ont besoin de gagner cette confiance puisqu'ils sont en contact direct avec l'utilisateur. Alors, il y a un effet, c'est que une conséquence, c'est que le nombre d'utilisateurs consentis, qui donnent leur consentement positif, a baissé depuis un an, et il va encore plus baisser puisque le seul navigateur à autoriser les cookies sur partie, c'est Chrome, et on sait que des cookies sur partie vont disparaître bientôt. Donc aujourd'hui, je suis accompagné, comme je vous disais, par deux experts du marketing digital pour voir quelles sont les opportunités, quels sont les besoins que l'on a besoin besoins dont on a pour cette transition, et que l'on fasse un succès. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander à tous les deux, Hortense et Édouard, de vous présenter, de présenter vos sociétés et peut-être de nous dire un petit peu ce que vous pensez du marché publicitaire en France en ce moment. Hortense. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Hortense Tomine-Desmazures. Je suis directrice générale adjointe donc à la régie publicitaire d'M6, en charge du digital, du marketing et de l'innovation. Et donc le groupe M6, je pense que tout le monde connaît, hein, c'est un groupe plurimédia qui s'est construit au départ autour de la chaîne M6, mais qui a progressivement étendu ses activités à travers différentes diversifications, et qui est présent aujourd'hui sur plusieurs marchés. Le marché de la télé tout d'abord avec 13 chaînes, mais également le marché de la radio et du digital, et qui permet de toucher aujourd'hui plus de 95% des Français chaque mois à travers ces actifs. Alors, sur le marché de la publicité digitale, on a vu au premier semestre que ce marché a su démontrer sa capacité de résilience et son dynamisme en affichant une forte croissance. Je crois qu'on était quasiment à plus 18, plus 20%. Même si derrière cette progression de la plupart des leviers, il y a toujours des déséquilibres qui persistent, avec un trio Google, Meta, Amazon qui représente encore les 2 tiers du marché. Alors, je pense que les tendances au second semestre devraient être un petit peu moins favorables, avec un contexte économique qui se durcit et des retournements de situation qui n'étaient pas forcément attendus. Donc, on le voit, un déclin de Meta, un tassement de la croissance de YouTube, une baisse de la part du programmatique au profit du manuel. Donc, voilà, des tendances, en tout cas à titre personnel, qui sont un peu surprenantes. Je pense néanmoins que le phénomène de digitalisation qu'on a connu post-Covid, et puis aussi l'effet Coupe du Monde devrait quand même permettre de maintenir un certain niveau de croissance sur le marché au global de l'année, même si évidemment les évolutions réglementaires et technologiques sont toujours aussi structurantes pour ce marché et restent un enjeu pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème digital. Merci Hortense. Édouard, je t'en prie. Et bonjour à tous, donc Édouard Brunet, je suis directeur stratégie et produits plateforme chez Publicis Media. Donc Publicis Media, agence médias et conseils pour les annonceurs. Donc on représente effectivement de grands annonceurs sur le marché français dans toute leur stratégie d'achat online et offline, et on les accompagne. On accompagne aussi nos clients sur tous les enjeux de transformation. C'est pas juste de l'achat média, c'est aussi travailler avec eux sur justement leur problématique de first party, de comment bien exploiter cette donnée, et les accompagner sur toute leur transformation digitale. Et donc, effectivement, aujourd'hui, sur le marché français, pour nous, il est assez challengeant, je dirais. Beaucoup d'évolutions. Alors, effectivement, la fin des cookies qui ne cesse d'être reportée, donc toujours cette instabilité sur de ce côté-là, mais aussi un marché qui évolue énormément sur l'adressabilité, qui est un énorme enjeu pour nos clients et pour les agences et pour les éditeurs. C'est effectivement
des canaux qui se digitalisent de plus en plus, et la télé en est un bel exemple justement d'adressabilité qui s'est ouverte assez récemment. Donc voilà, pour moi, c'est l'état actuel du marché français, c'est ces deux points, c'est effectivement l'incertitude et tous les changements et évolutions autour des cookies, bien évidemment, mais plus largement l'adressabilité qu'on voit au jour le jour et qui effectivement est un challenge, mais aussi une très grande opportunité pour nos marques de mieux communiquer auprès de leurs clients. Merci à tous les deux. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on voit bien, et vous l'avez largement dit, que on a il faut optimiser, en fait, maximiser cette opportunité d'adressabilité. Et on voit bien qu'il y a deux univers, un univers authentifié et non authentifié qui sont en train de se dessiner. J'ai la même question pour tous les deux. Comment vous faites pour prioriser, pour définir des priorités, justement, dans la mise en place des solutions en termes d'adressabilité? Hortense, si tu veux. Alors, nous, notre objectif, c'est d'essayer de se rendre compatible avec l'ensemble des solutions qui seront adoptées par le marché des adtech, des annonceurs, des agences. Alors, notre position, c'est vraiment de rester agnostique pour faciliter le business, mais on sait qu'on ne pourra pas non plus tout mettre en place. Donc, on sera très vigilant à la façon dont les différents acteurs qui proposent des solutions alternatives vont, par exemple, gérer le sujet des données personnelles, également l'impact sur nos sites en temps de chargement, en impact SEO. Donc, on va regarder tous ces éléments. Et plus concrètement, eh bien, on a déjà implémenté certaines solutions qu'on est en train de tester. Donc, ID5, si je dois citer quelques exemples. On est en discussion très avancée avec First ID. On réfléchit également à nous équiper de clean room. Donc voilà, donc là, on profite de cette phase qu'on a à disposition pour tester les différentes solutions. Alors, tous les jours, il y a des nouveaux acteurs qui apparaissent, mais vraiment, l'objectif, c'est de faire en sorte que ces acteurs soient les plus… il faut éviter qu'ils soient trop dispersés, trop éclatés. Donc, on va essayer de choisir, en tout cas, ceux qui seront adoptés par l'ensemble des acteurs. Je pense que c'est donc l'élément principal qu'on va suivre. Et oui, effectivement, la priorisation, c'est un grand sujet, vu le nombre de solutions qu'il y a aujourd'hui sur le marché. C'est parfois difficile de s'y retrouver, et c'est un des grands enjeux sur lesquels on travaille pour nos clients. Je dirais qu'il y a un premier élément, c'est la facilité entre guillemets d'intégration. C'est-à-dire est-ce qu'il faut prévoir 2 mois de projet pour travailler sur une solution. Voilà, c'est un point important à prendre en compte. Et l'intégration dans les différents outils technologiques qu'on peut utiliser, que ce soit DSP ou SSP, est un deuxième point assez important. Et un point important aussi, c'est le reach. Vraiment, est-ce que les solutions apportent un reach conséquent ou pas. Alors effectivement, quand on est dans les phases de test, pas forcément le reach, mais derrière, c'est aussi regarder à plus long terme et essayer de deviner, entre guillemets, quelle serait la capacité de chacune des solutions demain à adresser un reach important, pour ne pas se retrouver dans un écosystème ultra fragmenté, avoir plein de petites solutions les unes à côté des autres, qui ne permettraient pas d'avoir aujourd'hui l'échelle que peut apporter le cookie. Donc, voilà, c'est un point important. On sait que demain, il n'y aura pas une solution sûrement leader. Ce sera un ensemble de solutions sur lesquelles il faudra composer. Et donc, c'est aussi ça, c'est regarder en fait dans quelle case et quelle problématique chaque solution va pouvoir apporter, et à quelle problématique elle va pouvoir répondre pour notre client. Il peut y avoir du ciblage, il peut y avoir de la mesure, est-ce qu'il y a les deux, est-ce que c'est du ciblage de prospect, est-ce que c'est du retargeting. Chaque solution répond potentiellement à des besoins différents. Donc, c'est comme ça qu'on va prioriser les tests pour nos clients en fonction de leurs besoins et de ce que chaque technologie va pouvoir leur apporter. Et donc, on voit bien qu'il y a une multitude de solutions qui sont proposées sur le marché. Est-ce que vous avez comme on dit en anglais, des must-have, des critères essentiels pour vous dans le choix de ces solutions? Est-ce qu'il y a des solutions qui peuvent pas être compatibles parce que correspondent pas à des critères, par exemple, des critères qui vous sont imposés par vos clients chez Publicis, par exemple? Il y a un critère extrêmement important qui est la manière dont ils vont travailler sur le consentement et la privacy. Alors, effectivement, c'est une obligation légale, mais au-delà de l'obligation légale, c'est en fait, est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est privacy by design, on va dire. Et je pense que ça, c'est vraiment clé dans les solutions sur lesquelles on regarde. Et ensuite, ça va vraiment dépendre des clients. Il n'y a pas effectivement
un must-have complet, parce que tout à l'heure, je parlais du reach, mais effectivement, certaines solutions, notamment autour des ID alternatifs, on sait que demain, les ID alternatifs ne vont pas représenter 50-60% de reach. Au contraire, ça sera des solutions plutôt avec un reach plutôt faible, mais avec une précision extrêmement importante. À l'inverse, d'autres solutions probabilistes vont avoir un reach important, mais avec une précision qui sera peut-être moindre comparée aux ID alternatifs. Donc, il n'y a pas vraiment un must-have, tout dépend des clients et leurs besoins. Mais effectivement, la manière dont ils gèrent cette partie consentement et donc la manière dont ça va être intégré auprès de leurs partenaires est clairement un critère déterminant avant de commencer les discussions d'intégration. Merci Edouard. Hortense, est-ce que vous avez des critères essentiels justement dans votre choix des alternatives en termes Non, alors d'adressabilité? je l'ai dit un petit peu tout à l'heure sur la donnée personnelle, c'est vrai, je rejoins Edouard. Enfin, nous, c'est quelque chose qui va être très important. Et puis après, il ne faut pas que ça vienne perturber non plus nos sites, hein. Donc, évidemment, il y a tout l'impact SEO. Si on intègre et si on implémente différentes solutions, il ne faut pas que ça retarde le chargement. Juste, nous, chez M6, sur cette disparition des cookies tiers, bon, c'est vrai que voilà, ça inquiète d'une façon générale le marché publicitaire à juste titre. Moi, ce que je voulais rappeler quand même, c'est que chez M6, la plupart de notre audience adressable, elle n'est pas du tout dépendante de ces cookies tiers. Donc, je pense notamment à toute l'audience adressable, monétisable en télévision segmentée. Donc là, on est sur un univers télélinéaire et pas digital, donc par définition, pas du tout impacté par l'arrêt des cookies tiers. Et puis, sur notre audience qu'on fait en replay, en catch-up, aujourd'hui, on a quasiment 60-65% de cette audience qui est réalisée sur l'écran de télé via les box. Et là encore, on n'est pas dépendant des cookies tiers. Donc, par exemple, si vous regardez Top Chef sur Sisplay via votre box, la publicité est potentiellement ciblée. Donc, en fonction de la composition de votre foyer, par exemple, elle peut être géolocalisée, elle peut être tracée avec, au niveau de sa diffusion, de sa complétion. Et tout cela fonctionne sans cookies. Ensuite, sur le reste de notre audience catch-up, c'est-à-dire celle qui est réalisée sur OTT, sur PC, mobile, tablette, là, on a 100% de notre audience qui est loguée. On a mis en place un login obligatoire en 2015, si bien qu'on a à notre disposition un identifiant propriétaire de la data first party, c'est-à-dire des données qui sont récoltées par nous-mêmes, qui sont très qualifiées. Donc, c'est le profil socio-démo et puis toutes les données comportementales autour de la consommation de nos programmes, ce qui nous permet d'être assez serein vis-à-vis de la disparition des cookies tiers sur le marché, puisque ces données, on les traite, on les exploite à des fins de profilage et de ciblage publicitaire. Et puis, en parallèle, on va continuer à chercher des partenariats pour compléter cette data first party. Donc, on n'est ni Google ni Meta. Donc, on a l'objectif d'enrichir constamment notre offre data. Donc là, ça peut être de la data tiers, comme de la data retail ou autre, ou même de la data annonceur. Donc, finalement, l'impact de l'arrêt des cookies tiers, il va se faire uniquement sur nos portails, nos sites comme RTL, Cuisine AZ, Déco, Passeport Santé, qui n'impose là pas aux utilisateurs de s'authentifier et dont la monétisation va être très dépendante de ces cookies. Mais c'est au sein de notre écosystème un inventaire assez limité, donc on est quand même assez serein sur ce que nous prépare l'avenir avec cet arrêt des cookies tiers. C'est un petit peu la situation idéale, c'est-à-dire que vous avez en commun avec les plateformes un univers logué, des utilisateurs logués. Comment vous faites? C'est-à-dire que vous avez un contenu exclusif qui incite les gens à se loguer. Alors, sur Sisplay, sur Sisplay, on l'a mis en place en 2015. Alors, c'était un gros risque qu'on prenait, parce que c'est une vraie barrière à l'entrée. On l'a mis en place du jour au lendemain, c'est-à-dire on fermait l'accès au contenu pour ceux qui ne se loguaient pas. Alors, pendant quelques semaines, on a eu quelques sueurs froides et on a vu en effet l'audience qui a un petit peu baissé. Mais très rapidement, au bout de 3 semaines, on s'est rendu compte que la promesse éditoriale était suffisamment forte pour que les gens acceptent de se loguer. Et donc, non seulement on a récupéré 100% de notre audience, mais comme ensuite, après, on a pu proposer non seulement de la pub ciblée, donc avec qui était finalement moins dissuasif pour l'expérience utilisateur, mais surtout un contenu qu'on a recommandé en fonction de l'usage. Donc, on a observé finalement que les gens y venaient plus souvent et plus longtemps. Donc, ça, c'est sur Sisplay. Alors, sur nos portails, donc sur nos sites, ça, c'est un peu plus compliqué de développer de la first party, en tout cas d'authentifier nos audiences, puisque la typologie de nos contenus sont un petit peu moins exclusifs.
ou une recette de cuisine, on peut la trouver sur Cuisine à Z, mais on peut aussi la trouver sur plein d'autres sites. Donc, ça rend cette stratégie d'authentification obligatoire, de login obligatoire, un peu plus compliquée. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on essaie de faire plusieurs expérimentations sur ces sites. L'idée, c'est de développer progressivement une audience loguée. Et le challenge, ça va être de proposer en effet à nos utilisateurs des services pertinents, du contenu additionnel à plus forte valeur ajoutée qui leur donneront envie de s'inscrire. Ça peut passer aussi par des jeux concours. Demain aussi, on pourrait envisager un login groupe M6 commun si cela fait sens. Donc, c'est des réflexions qu'on a depuis pas mal de temps. Voilà. Mais c'est plus compliqué sur ces sites, mais sur RTL, on fait beaucoup de jeux concours. Donc, on a déjà une petite audience authentifiée qui nous permet de faire quelques tests, mais ça reste encore marginal. Et l'idée vraiment dans les prochains mois, c'est d'essayer d'augmenter cette audience authentifiée. Merci Hortense. Édouard, j'imagine que les marques avec lesquelles vous travaillez chez Publicis vous challengent pas mal par rapport à ces problématiques. Est-ce que vous avez déjà, alors une liste qui n'est pas confidentielle bien sûr, hein, est-ce que vous avez déjà chez Publicis lancé des tests, des pilotes sur ces alternatives, ces solutions alternatives? Oui, bien évidemment, c'est quelque chose qu'on regarde de très près et sur lesquels, dès qu'on peut tester, on essaye de tester. Alors, sur les alternatives, il va y avoir celle dont on parle le plus aujourd'hui, c'est tout ce qui est autour du contextuel, bien évidemment. Donc ça, je dirais que c'est même pas forcément du test, vu que c'est quelque chose qu'on a toujours fait, mais effectivement qui gagne de l'ampleur aujourd'hui avec de plus en plus de solutions. Ensuite, sur les daily alternatifs, oui, on a fait des tests sur à échelle limitée. Donc aujourd'hui, c'est vraiment des solutions naissantes qui nécessitent côté éditeur une intégration avec les différents sites. Donc, plus les éditeurs, comme disait Hortense, vont proposer des solutions de login, plus le reach sera important pour nous côté acheteur. Donc, on est aujourd'hui effectivement sur des solutions qui, on est dans le cadre plus du POC que sur déjà de l'industrialisation. Donc oui, on a fait des tests, mais vraiment un peu pour, on va dire, tester les tuyaux, voir comment ça marche, quels sont potentiellement les freins. Un des freins, c'est aussi la partie légale, bien évidemment, avec beaucoup de contrats qui peuvent prendre du temps et beaucoup de discussions autour justement de ces avis. Et par rapport à ce niveau de connaissance des annonceurs, enfin globalement, les annonceurs sont au courant justement de ces problématiques, parce que ça fait comme on en parle depuis, on va dire 2020 alors oui, ils sont bien évidemment au courant et c'est aussi notre rôle de les tenir au courant, de les tenir informés de l'évolution du marché, de l'évolution des solutions qui correspondent à leurs problématiques, à leurs besoins. Bien évidemment, ils sont au courant. Certains sont plus friands de tests que d'autres, effectivement, en fonction de leur maturité digitale. Mais c'est vraiment notre rôle de leur apporter des solutions et dire que même si c'est pas quelque chose qui parfois dans leur priorité, c'est à nous aussi de l'amener en tant que priorité et de ne pas se retrouver mi-2024 si la date n'est pas repoussée. Voilà. Peut-être, selon les bruits. Mais de ne pas se retrouver début 2024 à dire bon, qu'est-ce qu'on fait donc voilà, on a un certain nombre d'initiatives. C'est la force d'une agence comme Publicis, d'avoir une diversité de clients assez importante pour pouvoir aussi enrichir notre connaissance et nos tests et de pouvoir en faire bénéficier nos clients. Mais clairement, c'est notre rôle, oui, de faire cette pédagogie et d'amener ce conseil et d'aller provoquer les tests auprès de nos clients. Et alors, une question qu'on n'avait pas du tout anticipée, est-ce que il y a des bonnes surprises dans les solutions alternatives? Est-ce que tu as vu vraiment des solutions qui t'ont surpris? Alors des solutions qui m'ont surprise, je dirais que c'est plutôt une confirmation, c'est-à-dire que la confirmation de l'intérêt du contextuel. C'est vrai qu'on avait souvent tendance à dire la data. Bon, parfois oublier un peu ce côté contextuel. En tant qu'ancien éditeur, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, justement la force du contexte, notamment dans un contexte éditorial premium. Donc c'est une confirmation de l'intérêt de ces solutions en termes de performance. Et ensuite, effectivement, c'est pas encore de surprise parce qu'il y a le reach sur les solutions ID alternatifs est encore assez, je dirais, assez faible. Donc on verra si demain ça réserve un peu plus de surprises. Mais c'est aussi
juste l'occasion de discuter, d'avoir d'autres projets, d'autres discussions avec notre client. C'est aussi ça qui est intéressant, d'aller au-delà des discussions médias, parce que ça apporte des sujets de la mesure, derrière de leur first party, donc comment ils récoltent ces first party. Donc c'est plutôt en fait là où c'est intéressant, et c'est pas une surprise, mais plus un enrichissement des discussions, c'est que bien évidemment on est obligé d'aller au-delà des discussions purement achat média, qui est du point un point assez intéressant pour nos relations avec les clients. J'ai une dernière question avant que l'on puisse conclure. On a parlé d'un environnement qui était en perpétuel mouvement. On voit qu'il y a quand même un fléchissement économique, macroéconomique, et on le voit sur les investissements publicitaires. Édouard, tu peux nous dire quels sont justement les enjeux pour toi, comme on est en fin d'année, quels sont pour vous les enjeux, que ce soit de l'agence ou de vos clients, si tu peux les partager. Quels sont les enjeux pour 2023? Effectivement, un des gros enjeux, ça va être autour de l'adressabilité, parce que on voit que c'est quelque chose qui évolue beaucoup avec toutes ces discussions et toute cette actualité autour du cookie tiers. Et plus globalement, là, aujourd'hui, la capacité des médias, on va dire historiquement offline, à devenir adressables. La télé est un bon exemple. On voit aussi sur le DOH. Donc voilà, beaucoup d'enjeux autour de cette adressabilité, donc la capacité de ciblage, mais aussi de mesure derrière, comment on arrive à avoir une mesure omnicanale qui nous permette à nos clients de mieux adresser leurs cibles et de mesurer l'impact que peuvent avoir ces campagnes omnicanales sur leur performance business. Donc clairement un des gros enjeux, oui, de l'année 2023. Merci Edouard. Hortense, même question. Quels sont les enjeux marché, mais aussi les enjeux pour M6 en 2023? Alors, on voit que depuis une vingtaine d'années maintenant, le paysage audiovisuel a été bouleversé. Donc, il y a des nouvelles chaînes de télé gratuites et payantes, il y a des nouveaux services de AVOD, de SVOD, il y a désormais des chaînes, des services HVOD, H pour hybride, donc avec Netflix, Disney+, qui va arriver sur le modèle de la pub. Donc, face au développement très exponentiel de cette offre de contenu, on observe que jamais la consommation vidéo n'a été aussi importante. Alors, même si la télévision continue à demeurer incontournable, puisqu'elle représente quasiment 3/4 de cette consommation vidéo, dans un contexte où l'attention des audiences est devenue une denrée assez limitée, les enjeux pour le groupe M6 en 2023, ça va être d'une part d'enrayer la chute de la durée d'écoute télé, mais surtout d'accompagner cette mutation digitale en développant le streaming vraiment à échelle industrielle, avec une politique d'investissement très forte. Donc ça, c'est vraiment les enjeux du groupe. Et les enjeux côté régie, eh bien, ça va être, est-ce qu'on le voit, le terrain de jeu de programmes télé voit ses frontières s'élargir. Donc, notre ambition pour 2023, ça va être d'offrir de nouvelles opportunités aux annonceurs et de répondre à leurs attentes dans le pilotage de leur campagne. Donc, ça passe évidemment par le chantier de la mesure qui doit évoluer pour refléter au mieux la réalité de ces audiences et de leurs usages. Donc là, M6 joue un rôle prépondérant aux côtés de Médiamétrie sur ce sujet, mais cela passe également par la consolidation d'une offre de télévision segmentée, de télévision adressée, qui est aujourd'hui le produit de convergence entre la télévision et le digital, et qui permet justement aux annonceurs de combiner un petit peu le meilleur des deux mondes entre la télé et le digital. Donc sur ce sujet, on doit non seulement arriver à démontrer l'efficacité de ce nouveau marché. Donc là, il y a différentes études, différents tests qui sont en cours avec le SNPTV. On doit également essayer d'enrichir continuellement nos segments data et développer des nouveaux use cases innovants pour répondre donc aux attentes de nos clients sur ce nouveau marché qui va vraiment progresser dans les mois et dans les années à venir. Merci Hortense et Édouard. On n'a pas le temps malheureusement de répondre aux questions, donc je vais conclure rapidement. J'ai pris des notes pendant que vous parliez. Je retiens plusieurs points et vous pouvez m'interrompre si je dis des bêtises. Donc j'ai retenu qu'il fallait maximiser les deux univers. On voit bien qu'il y a deux univers qui sont en train de se dessiner, un univers non authentifié et un autre qui est authentifié, avec dans le meilleur des cas des audiences qui sont loguées. On le voit chez M6 ou sur d'autres plateformes. Comment on peut faire pour justement trouver les meilleures solutions adaptées à ces deux univers. Et Edouard, tu parlais du contextuel, du retour de contextuel, et de l'autre côté des solutions via des logins avec
un manque de reach, mais beaucoup de performance. Préparer, tester, analyser, c'est ce que vous disiez tous les deux. Hein, on a encore un peu de temps. Vous l'avez dit au début, on est encore dans cette phase de test. Les annonceurs, vous, M6, etc., pour trouver justement les meilleures solutions et profiter en fait de cette période qui nous reste. Edouard, tu parlais de fin 2024, ce sera peut-être même 2025 pour justement benchmarker et tant qu'on a des cookies pour voir quelles sont les performances de ces solutions en termes d'adressabilité et rester proactif. Vous l'avez très bien dit, donc justement dans la mise en place de ces solutions, essayer de créer un meilleur monde digital, j'allais dire. Pour les annonceurs justement pour qu'ils trouvent leur bonne audience, pour vous M6 trouver les meilleures solutions et enfin les enrichir et ne pas oublier, vous l'avez très bien dit aussi, l'utilisateur hein, qui est la clé de voûte de cet écosystème, lui proposer un univers dans lequel il va aimer la publicité et qui sera, comme on dit en anglais, privacy by design. Je vous remercie tous les deux. Merci pour votre temps. Merci Hortense. Merci Edouard et à très bientôt. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous les partager par email. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. Merci. Merci.